Quand une crise survient, ils prennent les devants de l'événement. Mission, raisonner les forcenés, convaincre les malfaiteurs. Monsieur. Ce sont les négociateurs. Oui, le bâtiment est cerné, monsieur. On va pas tirer, on veut juste vous voir. Quand on est formé à la négociation, on rêve de travailler, de négocier sur des tournements avions. Quand j'ai proposé le marché, s'ils refusent, ils ne s'en sortent plus. On peut négocier de longues heures. Il y a un moment où, effectivement, on négociera plus. Quand les mots ont échoué, l'intervention armée se déclenche. Entrent alors en scène les professionnels de l'assaut. Négociateurs et spécialistes de l'action de force sont tous issus des unités spécialisées de la gendarmerie ou de la police. Aujourd'hui, ils délaissent l'uniforme pour le costume croisé du secteur privé, dans un monde globalisé où tous les risques doivent être maîtrisés. On a 4 extorsions en cours, on a un kidnapping. Leur histoire commence à Munich, septembre 1972, Jeux olympiques d'été. Des terroristes palestiniens s'introduisent dans le pavillon israélien. 2 athlètes sont abattus, 9 tombent entre les mains du commando baptisé Septembre Noir. Les pourparlers s'engagent, il est conclu que les activistes et leurs otages seront transportés en Égypte. En fait, ce n'est pas une négociation, mais un piège visant à donner l'assaut. Philippe Madelin est un journaliste écrivain. Durant toute sa carrière professionnelle, il s'est spécialisé sur les questions de police, de justice et de sécurité. Comme tous les grands reporters de son époque, il a couvert Munich, le fait divers planétaire. On ne négociait pas vraiment, on essayait d'obtenir que les terroristes se découvrent pour pouvoir les tirer au fusil à lunettes. Mais là, en plus, ils étaient 8, il n'y avait que 5 tireurs d'élite. Les tireurs d'élite en question n'étaient pas des vrais tireurs d'élite, mais simplement des champions de tir, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Ils étaient équipés d'armes sans lunettes, etc. Autrement dit, c'était le foutoir complet. Il n'y avait pas de préparation sur cette affaire-là, et c'était surtout cette idée d'abattre le commando plutôt que d'obtenir progressivement un assouplissement de leur position pour les aider à se rendre ou éventuellement à évacuer et à relâcher leurs prisonniers. L'assaut tourne au fiasco. Tous les otages périssent exécutés dans cet hélicoptère. C'est un drame qui signe dans la douleur l'acte de naissance des unités d'élite occidentale. Tout est à revoir, la façon de négocier et la manière d'intervenir. 2 mois plus tard, le premier groupe d'intervention de la police nationale, le GIPN, est fondé à Marseille. Marseille. Les eaux du Vieux-Port ont toujours exhalé l'odeur de la poudre, celle des calibres et du trafic d'héroïne. Dans les années 70 et 80, c'était aussi le terrain de chasse d'un négociateur précurseur. Georges Nguyen Van Lock est le patron historique du groupe d'intervention de la police nationale de Marseille. Vietnamien d'origine, on l'appelle le Chinois, et il est réputé pour son franc-parler. Comme ce jour où 2 toxicomanes armés retiennent une personne âgée. Comme toujours, il entame le dialogue et propose son marché. Je suis le commissaire, M. Nguyen Van Lock. Je leur ai mis les points sur les i. Si vous touchez à la vieille dame, je rentre, j'enfonce la porte et je vous abats tous les 2. Donc ils se sont quelque peu affolés et ils m'ont supplié de leur avoir 2 doses de drogue. Je les ai glissés sous la porte. J'ai dit maintenant vous avez vos doses de drogue, je vous donne 3 minutes pour sortir. Le Panier, vieux quartier populaire situé au cœur de la cité phocéenne. Pour le Chinois, c'est là que tout a commencé. Van Lock y a grandi. Ici, il a appris à parler aux bandits. Ses camarades de jeu, ses voisins de palier, ont écrit la légende du gangstérisme méridional. Dans le quartier, c'est un peu comme en Corse. Il y avait Zampa, il y avait, disons, le Belge, il y avait les Guérini. En Corse, dans le petit village, autour d'une table, vous avez le voyou, le général, le magistrat, le procureur. C'était la pax du village. Aujourd'hui,
les bars de l'enfance du Chinois sont devenus des lieux culturels à la mode. Il était de votre temps déjà, monsieur Holnach, ou pas? Oui, oui. Avant, c'était mon ami Pierrot qui l'avait, là. Alors, Pierrot, qu'à un moment donné, il voulait des frigidaires. J'ai dit, alors, écoute, tu veux que je te dise? Il faut être comme pour vivre. Des trucs, tu n'as pas pris plus encombrants que les frigidaires. Non, après, il m'a dit, Jo, je te promets, c'est terminé, ça. Ah, mais après, il a arrêté. Il faisait les gazinières, après. Elle a dégringolé. Oh, comment ça va? Ça va? Le terrain ne s'apprend que dans la rue et au contact des gens qu'on affronte, c'est tout. Et c'est pas derrière un bureau qu'on fera des affaires. Hein. Il faut toujours connaître son adversaire. Et pour connaître, eh ben, il faut le côtoyer. Il faut, disons, savoir à qui on a affaire. Si le type il ouvre la porte, on fonce dedans. Non, il est armé. Au beau jour du commissaire, en cas de prise d'otage, Van Locke est en première ligne, il négocie, mais derrière, ces hommes se tiennent prêts à intervenir. La force de frappe de l'unité donne leur véritable poids, au mot du Chinois. José Darigo est un chroniqueur judiciaire qui a couvert toute sa carrière. Nguyen Van Locke décide alors un mano à mano, si vous voulez, avec le malfaiteur qui est retranché avec un otage ou plusieurs otages. Il va lui parler. Il va lui parler à la régulière, parce que Van Locke était un policier et un homme régulier, toujours. Il va dire, petit, ou bien tu me donnes ton arme et tout va bien se passer. Tu feras quelques mois de prison, peut-être davantage, mais tu resteras en vie. Si tu veux jouer avec moi, je te le dis maintenant, tu vas perdre. Et si tu perds, tu vas mourir. Et Van Locke tenait toujours parole. Van Locke entend le langage de ceux qui vivent à la marge. Ce jour-là, il tente de raisonner un homme armé par son verbe, toujours très marseillais. Vous êtes un ouvrier. Moi, je suis fils d'ouvrier. Alors, je vous respecte, mais j'entends que vous me respectiez. Et je veux que vous respectiez mes gars. Mais non, mais maintenant, je vais vous dire, petit, je te parle comme ça maintenant. Je vais te tutoyer parce que j'ai de l'affection pour toi. Tu es un jeune, tu es prêt à être mon fils. Mais tu sais pourquoi les truands de Marseille et de Lyon me respectent? Mais parce que je suis un gars régulier. Tu comprends? Pourquoi veux-tu te mettre le pétard sur la tête? Mais non, petit, ne me dis pas ça. Tu as 32 ans, la vie est belle encore. Qu'est-ce que tu déconnes? Moi, je donnerais des milliards pour avoir 32 ans. Mais oui, petit, je suis persuadé qu'on va s'entendre. Parce que nous sortons, nous tous les deux, nous sortons du même creuset. Tu lèves ton chargeur et tu mets ton calibre devant la porte. Et puis moi, je viens, on va discuter tous les deux. Alors, je suis facilement reconnaissable parce que j'ai la gueule d'un Asiatique. Hein. Je suis peut-être pas beau, mais c'est comme ça. J'ai ta parole d'homme, hein. Il n'avait pas la détente facile, Van Locke, pas du tout. Si on se souvient qu'il était menacé en permanence par des voyous comme Mesrine, ou comme d'autres grands voyous à l'époque, comme Gaëtan Zampa, etc., et le Belge par la suite, ce garçon-là, au contraire, je vous le dis, a été très calme. Il n'a fait usage de son arme que dans les cas les plus extrêmes. C'est lui qui a compris que s'il voulait sortir un otage d'une mauvaise situation, il fallait discuter. Alors comme lui, c'est un type extrêmement courageux au plan personnel, il a commencé à comprendre que pour discuter, il faut obtenir l'ouverture du dialogue avec le preneur d'otage. Et c'est dans tout ce dialogue, dans toute cette discussion, qu'il a réussi un certain nombre d'affaires, d'opérations, et en réétudiant après les conditions de réussite, d'ailleurs souvent, c'est en réétudiant on a réussi à théoriser, à développer une manière d'être totalement différente de ce qu'était avant. À l'opposé d'un Van Locke, un flic qui marche à l'instinct, un gendarme, commandant historique du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, le GIGN. Dans les années 70, Christian Proutot va entreprendre l'ébauche d'une théorie de la négociation. Il est à la tête d'un groupe militaire, les opérations y sont codifiées, millimétrées,
réglée comme une montre suisse. Elle est en titane et elle reprend le symbole du GIGN, l'insigne du GIGN en simplifié. Et elle rappelle sur le côté 1973, la date de création, et 2003, la date des 30 ans. Voilà. De toujours, quand on fait des opérations, le rivet sur la montre pour le top action. Parce qu'en intervention, c'est une question que vous ne m'avez pas posée, mais le temps compte beaucoup. Et quand vous négociez, ça peut durer des heures, puisque vous évoquiez la négociation et que ça vous tenait à cœur, mais quand vous intervenez, ça dure des minutes qui vous paraissent des heures. Et cette espèce d'élasticité du temps, que d'ailleurs les caméramans ont très bien imagé en faisant des ralentis, est une réalité professionnelle. C'est-à-dire que pendant une seconde, il se passe quelque chose. La vocation internationale du GIGN s'affirme dès sa création. L'unité effectue ses premières armes à Djibouti, 1976, c'est la guerre froide. Officieusement soutenu par les soviétiques, un obscur commando du Front de libération des côtes Somalie intercepte un bus de ramassage scolaire rempli d'enfants d'expatriés français. Leurs exigences, le retrait des forces françaises de Djibouti. Inacceptable pour la France. La négociation qui s'engage n'a qu'un but, faciliter l'intervention. Il nous était indispensable de créer, appelons ça une diversion. Cette diversion, c'était d'obtenir, et ça a été le rôle du négociateur, d'obtenir qu'ils fassent manger les enfants. Ce qui fait qu'à partir du moment où ils ont fait manger les enfants qui étaient déjà fatigués se sont plus ou moins assoupis et ont amélioré, bien que la qualité du tir ait été indispensable pour ne pas les toucher, ont amélioré les conditions de l'intervention. 2 enfants seront tués durant l'assaut, mais dans l'enfer du désert, c'est un succès qui fait office de baptême du feu pour le GIGN. Au fil des prises d'otages, l'unité va perfectionner ses méthodes. La négociation devient un outil de gestion de crise. Amener les gens soit à se rendre, la reddition étant pour nous le geste le plus beau, soit à nous donner les moyens de savoir ce qui se passe à l'intérieur de la crise, d'arriver à amener le personnage ou les personnages qui nous sont opposés vers une situation qui nous arrange, situation géographique ou situation psychologique. De pouvoir juger également de sa détermination, de voir si effectivement il ira jusqu'au bout ou pas, de voir dans la manière dont il nous répond s'il y a une chance ou non d'aboutir à une arrestation sans l'utilisation des armes. Entraînement du GIGN sur détournement d'avions, un exercice obligé. Car depuis plus d'un quart de siècle, la prise d'otages dans les avions est devenue l'arme ultime dans l'arsenal des extrémistes de tous bords. La crise de Marignane en décembre 1994 fait figure de référence dans l'histoire opérationnelle de l'unité. Les négociateurs en ont tiré de nombreux enseignements sur la psychologie de l'otage. Quand l'Airbus d'Air France se pose sur le tarmac de Marseille-Provence la veille de Noël, les 3 pirates de l'air affiliés au groupe islamique armé ont déjà exécuté 3 passagers, dont un Français. Nous nous sommes procuré les enregistrements des négociations menées par un ancien du GIGN. Bernard Meunier a supervisé les pourparlers depuis la tour de contrôle. Unique revendication des pirates, le redécollage de l'appareil en direction de Paris. Il est 8h30, le chef du commando adresse un premier ultimatum aux négociateurs. Vous avez 1h30 pour que je décollerai à Paris. Il est 8h10. Jusqu'à 9h, 9h40, si le départ en pas, nous avons des choses à faire. Hein. Eh bien, nous essayons une fois de plus de gagner du temps, de dire qu'il n'est pas facile d'avoir du carburant à cette heure-ci, un jour de fête en France, que les mesures de sécurité ne seront pas remplies si nous procédons à un refueling avec des passagers à l'intérieur. Enfin, nous essayons de mettre un maximum de barrières pour repousser cet ultimatum. Configuration nouvelle pour le négociateur de crise. Un otage, le commandant de bord, sert d'intermédiaire. Il faut nous donner du fuel qu'on aille à Paris. Et vous verrez que ça va bien s'arranger parce que de la façon dont l'affaire tourne, ils veulent pas formuler toutes leurs revendications, mais nous on en connaît bien quelques-unes depuis 2 jours qu'on est avec eux. Et ils se sentiront mieux là-bas.
en a pas eu pendant la nuit, à part la demande de ravitaillement au titre de l'escale technique. Non, ils ont dit qu'ils formuleraient leurs revendications une fois qu'on aurait décollé d'ici. Donc c'est tout, moi j'en dirai pas plus, hein, il n'en est pas question. À votre niveau, ça ne sert à rien des délais de réflexion, qu'est-ce que ça peut faire? On met 27 tonnes en tout dans l'avion, on part, on va se poser à Orly à peu près au point maxi atterrissage, et puis on verra. En ce moment, vous êtes en train de vous engager dans une sacrée responsabilité en nous bloquant ici. Le commandement nous demande toujours ce refueling, bien entendu, pour redécoller, pour dire que tout se passera bien s'il redécolle. Alors ça a été ce fil conducteur, hein, ce fil rouge durant les 14 heures passées sur l'aéroport de Marseille-Marignane. Il évoque le fait qu'il est au courant de certaines revendications, et quand nous posons la question sur ces revendications, il nous dit, il nous répète que, quasiment qu'il les garde pour lui et qu'ils donneront leurs revendications, ils présenteront leurs revendications à Paris, mais pas ailleurs. Il est confiant, il nous dit d'ailleurs à plusieurs reprises qu'il les a regardés droit dans les yeux, qu'il sait que c'est des gens de parole. Le pilote appuie clairement les revendications des preneurs d'otages. Entend-il simplement protéger la vie de ses passagers ou est-il victime de ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm? Ce phénomène psychologique intervient lorsque les otages vivent en autarcie avec les preneurs d'otages, ce qui est le cas dans ce détournement d'avion, mais lorsque surtout ils ne sont pas en contact avec l'extérieur. Ce qui n'est pas le cas du commandant de bord, qui d'ailleurs a cette situation un peu paradoxale de rentrer en contact avec les autorités. Nous n'avions jamais été confrontés à ce type de situation, syndrome de Stockholm, pas syndrome de Stockholm, donc c'est pour cette raison que tu l'avais appelé syndrome Marignane. Effectivement, ce phénomène peut se développer même dans ces circonstances, même lorsque les otages sont en lien avec l'extérieur, sont en relation avec des gens de l'extérieur. Au fil des entretiens, la menace se fait plus précise. Mais de toute façon, ils l'ont dit, eux, ils n'ont rien à perdre, ils sont décidés à mourir, donc si on ne satisfait pas leurs revendications, de toute façon, il n'y a aucun problème pour eux. Si vous saviez l'arsenal qu'il y a de notre avion. Nous apprenons, nous avons confirmation qu'ils sont décidés à mourir. Donc nous sommes bien face à des kamikazes, hein, à des pirates kamikazes, et qu'il y a un véritable arsenal à l'intérieur de l'avion. Ce que nous redoutions, bien entendu. En fin de journée, les négociations sont dans l'impasse. Les risques deviennent critiques. À 17h15, l'assaut est donné par le groupe d'intervention. Les 4 terroristes sont abattus, 9 gendarmes sont blessés. Quant aux otages, ils sont sains et saufs. L'opération est un succès. Selon toute vraisemblance, l'objectif du commando était d'écraser l'appareil sur la capitale. Dans le ciel de Provence, les hommes du groupe d'intervention de la police nationale de Marseille. Depuis Munich, le personnel spécialisé s'est professionnalisé. Forte de 36 ans d'expérience, cette unité historique dispose aujourd'hui de 24 membres aguerris à toutes les techniques d'assaut en milieu urbain. Ce jour-là, le groupe simule un scénario tristement banal de notre époque. Un homme a craqué, il est armé, il s'est retranché. La première mission des policiers, lui faire peur pour l'obliger à discuter. Le forcené retranché. En zone urbaine, c'est le cas de figure le plus communément rencontré par les professionnels de l'intervention. Variante de cet exercice routinier, un des hommes du groupe est touché lors d'un échange de coups de feu. L'exfiltration du blessé devient alors une priorité absolue. Depuis sa création, l'unité n'a essuyé aucune perte humaine. Dans toutes les interventions à risque, 2 médecins sont intégrés à la colonne. Ici, ce sont des urgentistes de l'hôpital nord de la ville qui se prêtent au jeu de l'opération. On passe dans une deuxième phase qu'on appelle un assaut systématique, qui n'est plus un assaut d'urgence. Maintenant, on va se protéger avec nos moyens balistiques les plus lourds, de manière à engager la négociation, voir si on peut faire sortir ce gars-là et résoudre la situation de cette manière-là, ou est-ce qu'on va être obligé d'aller au contact directement. Mais là, par contre, on privilégie au maximum les moyens de protection balistique. Afin de progresser en toute sécurité, un bouclier est mis en œuvre. Monsieur! Oui? On va vous demander de lancer votre arme au milieu du couloir et de sortir en mettant les mains en l'air. Vous tirez pas? Le bâtiment est cerné, monsieur. On va pas tirer, on veut juste vous voir les mains et l'arme. Et vous jetez l'arme par terre, et vous sortez avec les mains en l'air ou sur la tête.
vous retournez. Retournez-vous. Mettez-vous à genoux. Ok, vous vous allongez et vous écartez les bras. Ok, puis on contact. Contact, contact. Il est comme Le surnom de l'homme qui est au sol, c'est le gros, le vétéran du groupe. Comme on dit dans le jargon de l'intervention, il a été saturé à la grenade offensive et au fusil d'assaut. Il s'agit d'une technique d'intimidation pour obliger les forcenés les plus récalcitrants à déposer les armes. Des années au GIPN pour finir, menotter. Oui, de menotter, et quand même à l'exercice, c'est quand même... C'est quand même physique, hein. C'est quand même physique, oui. On s'en rend compte quand on le fait, quoi, hein, quand on participe comme ça. Et il faut travailler, mais sereinement, calmement, mais aussi professionnellement. Pardon, il faut travailler au plus près du réel. Dehors, un débriefing de l'exercice est en cours. Il sera plus amplement détaillé dès le retour au commissariat. Donc la mise en place, j'ai rien à dire. La saturation grenade, ça a marché. Est-ce qu'il y a des commentaires particuliers? L'exfiltration correcte, les toubibs étaient bien là au rendez-vous. Non, a priori ça va. Les impressions de notre plastron. Est-ce que tu as eu envie de repointer le nez une fois que tu avais lâché ta première cartouche? Oui. Oui, parce qu'à un moment donné, oui. Il aurait mieux fallu faire approcher un peu l'individu parce qu'à un moment, on était carrément axé aux deux portes. Et c'est quand même deux sources de danger potentiels. Ça marche? Donc il aurait fallu faire venir un petit peu à nous. Il n'y a pas d'urgence. On calme le jeu, il n'y a pas d'urgence. 16 h, il est temps de rentrer. Intermède décontracté, c'est aussi l'heure d'un peu se chambrer entre coéquipiers. Le gabarit, ils ont pas fait semblant. T'as vu le gabarit? T'es bien obligé. Non, il n'a pas fait semblant. C'est qui qui ne ferait pas de cadeau? Ça se réglera au taser tout ça. Il y en a un qui n'a pas été tasé. Ça se réglera au taser. J'appuie sur le bouton, moi. Là, ça s'est réservé au grand. On peut le faire maintenant, hein. On peut le faire en rentrant, hein. Les capacités de chacun s'évaluent aussi, tous les jours, pareil. Donc voilà, donc ça donne un peu ce genre d'exemple-là, parce qu'il y a l'ancien, et bon, l'ancien, il est quand même encore malheureux. Et d'aucuns aimeraient pouvoir le casser en deux, mais il tient encore le coup. Voilà. Ouais. En route vers le commissariat avec Nico, qui vient de prendre le commandement du groupe. Avant, il officiait à la brigade anti-gang, autre prestigieux service d'enquête celui-là. Revenir dans une unité d'assaut lui a coûté 2 ans de remise à niveau physique. Les groupes d'intervention de la police nationale quadrillent l'ensemble du territoire. Les interpellations délicates, les prises d'otages, les forcenés retranchés, c'est leur pain quotidien. Les GIPN, dans leur globalité, c'est-à-dire les 10 groupes, que ce soit métropole ou outre-mer, ça représente 80% de l'activité en termes d'intervention. Donc c'est le fait de nos connaissances, de notre technicité, de notre existence depuis plus de 35 ans. Et c'est le gage d'un travail quotidien et aussi d'un positionnement géographique idéal, puisque les groupes sont présents dans quasiment tous les plus gros centres urbains de France métropolitaine, et ensuite donc, que ce soit aux Antilles, à La Réunion ou en Nouvelle-Calédonie. Donc voilà, en termes d'occupation du territoire, on ne peut pas faire mieux. Et au niveau de l'activité et des succès surtout, parce que bon, manifestement, je croise les doigts, mais ça travaille plutôt bien, même voire très bien. À l'arrivée, rangement très méticuleux du matériel. La force de l'unité réside aussi dans un équipement de pointe, une large panoplie d'armes conventionnelles, complétée par d'autres, dites non létales. Les hommes s'accordent ensuite un bref moment de détente avant de reprendre un entraînement d'athlètes de haut niveau. On devra mener au sol et garder au sol. Ces policiers sont tous des spécialistes du corps à corps, issus de disciplines diverses et variées.
On a des gens qui viennent du penchak silat, on a des gens qui viennent de la boxe thaï, on a des gens qui viennent de la boxe anglaise. Je veux dire, tout est bon. À partir du moment où c'est sobre et réaliste, on enlève toutes les fioritures qu'on va retrouver dans les disciplines traditionnelles et on cherche l'efficacité. Retour au bercail pour le Chinois et retour aux sources pour le JIPN de Marseille. Le commissaire divisionnaire a donné ses lettres de noblesse à l'unité. Il retrouve l'un de ses hommes, qui est aujourd'hui devenu le vétéran du groupe. Oh, comment ça va? Vous voyez, c'est un de mes anciens. 20 ans après sa retraite, l'état d'esprit du fondateur du GIPN est toujours présent entre ses murs. Je vous présente les nouvelles recrues. Eh bien oui, ils sont tous tranquilles comme des jeunes dieux alors. Allez, allez, mettez-vous tout autour, qu'on nous prenne tous là. Eh oui, c'est génial, regardez-les, ils sont tous des playboys. Bonjour patron, ça va? Ben c'est bien, mais moi j'ai eu mon temps aussi, en tant que playboy. Et maintenant c'est passé. Mais rentrez, ne restez pas dehors là. Le prestige de cette unité tient beaucoup de ce policier hors norme qui s'est illustré dans des dizaines d'affaires de braquage avec prise d'otages. Le Chinois a traversé tout un pan de l'histoire judiciaire. Il a affronté le grand banditisme français dans son âge d'or. Autour du patriarche, le récit des hauts faits d'armes du groupe a commencé. Et nos preuves ont commencé lorsque j'ai fait la prise d'otage de Nice, où je me suis offert en otage, et où je suis arrivé, où il y avait un bordel monstre à l'époque. Tout le monde qui allait à droite, à gauche, qui était armé, non armé. Alors moi, j'ai un concept très simple, que vous appliquez vous aussi. J'ai vidé tout le monde dehors. Mes gars dans une pièce. Quand j'ai eu tous les renseignements, j'ai informé mes gars, et puis j'ai monté ce qu'on appelle mon plan d'action. Occupant inlassablement le devant de la scène médiatique, comme celui des théâtres d'opération, le patron est toujours resté très proche de ses hommes. Et puis je me souviens d'un gars que vous connaissez, avec sa grande gueule, qui est venu presque les larmes aux yeux en disant « Patron, il paraît que maintenant que je suis blessé, vous allez vous débarrasser de moi. » J'ai dit « Non, non, je vous garde jusqu'à la retraite. » Il en pleurait de confusion et de joie. Alors lui, par contre, il m'emmerdait avec ses multiples femmes, ses multiples minots. Mais c'est vrai. Vous avez de la nostalgie de cette époque ou pas? Nostalgie, je me rends compte que j'ai tracé un sillon, et fort heureusement, le sillon continue sa route avec des moyens plus que valables. Et les gars qui ont pris la suite le méritent amplement. À ses jeunes héritiers, le Chinois a transmis un témoin, une certaine idée du métier. Je vous dis bonne route. Merci patron, au plaisir. Oui. Vous êtes le bienvenu, vous êtes chez vous. Oui. Au revoir patron. Mais c'est aussi le symbole d'une époque qui semble définitivement révolue au sein de l'institution policière. Aujourd'hui, d'autres horizons s'ouvrent aux forces spéciales françaises. Sur le t-shirt de Lionel, un policier confirmé du GIPN, l'effigie des Blackwater. Son site internet présente ce géant de l'assistance militaire privée. Cette entreprise supplée l'armée nationale américaine sur tous les théâtres d'opérations extérieures, comme l'Irak ou l'Afghanistan. C'est justement en Afghanistan que les mercenaires US ont rencontré les hommes du GIPN de Marseille, venus transmettre leur savoir-faire aux forces afghanes en constitution. C'est toujours pareil. J'amène au sol, je contrôle. C'est parce qu'on fait des séjours de formation, des formations en Afghanistan à Kaboul, où on a formé les groupes d'inter anti-narco là-bas. Donc voilà, et on a eu la chance de loger avec eux pendant les mois et de participer à certaines opérations notamment. Donc, alors, ils font du renseignement, on va dire qu'ils substituent en quelque sorte un petit peu l'armée pour certaines missions. Et inter et renseignement. Les compétences des techniciens français de l'intervention intéressent beaucoup les sociétés de sécurité privées comme Blackwater. Et c'est plutôt réciproque.
c'est intéressant pourquoi? C'est intéressant pour le salaire, parce que, bon, qu'on a pu l'aborder, on ne peut pas dire qu'on ait des salaires mirobolants, et c'est vrai qu'on a tous de plus en plus de problèmes à lier les deux bouts. Hein, voilà. Donc on a envie de partir en voyage, on a envie de se payer une maison, et bon, ben, ça nous pose pas mal de problèmes. Donc c'est vrai qu'on est attiré par ce type de mission, non pas parce qu'on a l'esprit aventurier, hein, parce qu'on a quand même la tête sur les épaules, mais tout simplement parce qu'on a des besoins comme tout le monde. Et c'est pour ça qu'effectivement il y en a pas mal de chez nous, en tout cas de pas mal de groupes, que ce soit militaires ou police, qui se dirigent vers ce type d'activité, quoi. Au bout de 15 ans dans la police, selon leur grade, les hommes du GIPN peuvent gagner entre 1 500 et 2 000 euros par mois. Parler de la rémunération de ces flics d'élite, c'est toucher dans le mille d'un sujet sensible. Quand j'ai réussi les tests qui sont assez difficiles pour revenir au GIPN, mon père vient me voir avec un grand sourire, il me fait « Ouais, alors, tu es au GIPN, c'est bien, mais les pépettes, alors combien tu vas toucher en plus ?» J'étais bien gêné de lui dire que j'allais toucher en moins, quoi. Bon. Mais c'est vrai que ça fait un petit peu râler de voir que bon, dans le civil on touche notre salaire x6, quoi, c'est sûr. Et bon, on est toujours là, donc ça veut dire qu'on a encore la foi, que notre métier nous plaît et qu'on n'est pas si mal que ça, hein, de toute façon. Et puis c'est un beau métier, quoi. Ouais. C'est un beau métier. Il n'y a pas un jour. En périphérie de Paris, un immeuble anodin. C'est ici que se réalise un chiffre d'affaires de 34 millions d'euros, une entreprise en pleine expansion. Laurent Combalbert est un négociateur de la police en disponibilité. Depuis 4 ans, il travaille dans le privé pour Géos, le leader français de ce qu'on appelle la gestion de crise. Ce business s'est développé avec la mondialisation de l'économie dans des régions de plus en plus instables. Les entreprises implantées à l'étranger s'exposent à des menaces variées, du sabotage de leur outil de production jusqu'au kidnapping de leurs employés. Il s'en produit près de 20 000 par an. La plupart passent inaperçus et se règlent à l'amiable par l'intermédiaire de négociateurs comme Laurent Combalbert, qui vient d'être récemment promu. Et je continue à encadrer les équipes de négociateurs et de gestion de crise, mais je dirais maintenant en termes plus de management qu'en termes de pilotage opérationnel pur. On travaille dans un environnement dans lequel le soleil ne se couche jamais, hein, puisque nous avons du monde un peu partout sur la planète. On est tout le temps sur la brèche, on est tout le temps en action. Ça bouge un petit peu partout, mais je dirais qu'on a une grosse implantation en Amérique latine, puisqu'on a plusieurs bureaux, donc au Venezuela, Colombie, on vient d'ouvrir un bureau au Brésil, on a également du monde en Argentine. On a un bureau qui est au Mexique, c'est une zone qui est relativement active pour nous en termes de business, mais également en termes d'instabilité et de gestion de crise. L'Afrique, bien évidemment, avec une grosse filiale en Algérie, du monde au Nigeria, beaucoup. On a quelques kidnappings d'ailleurs qui se sont passés au Nigeria. L'Angola également. Une affaire parmi d'autres, puisée dans les dossiers classés de Géos. En Amérique latine, des expatriés s'aventurent dans une zone reculée du pays et font une mauvaise rencontre. Ce sont des coupeurs de route. C'est-à-dire qu'ils ont arrêté un 4x4 qui passait, qui par chance s'est trouvé rempli d'expatriés, qui d'ailleurs eux-mêmes étaient sortis aller boire un verre dans une zone où on leur avait déconseillé de le faire, et en l'occurrence ils se sont fait kidnapper. Il s'avère que dans les heures qui ont suivi, les personnes ont été libérées sans paiement de la rançon, mais que le kidnapping s'est transformé en extorsion. C'est-à-dire qu'un groupe de kidnappeurs a décidé de relâcher les otages sans demander de rançon, juste pour montrer leur capacité à kidnapper facilement. Voilà. Et donc ensuite ils ont dit votre chantier va durer plusieurs années, on va vous sécuriser, hein, on va vous assurer que vous ne serez pas kidnappé, mais en échange, il faut nous payer quelque chose. Bientôt, les choses se compliquent comme le démontre cet enregistrement d'une conversation téléphonique entre Arturo, un négociateur local de Géos, et l'un des malfaiteurs prénommé Carlos. Allô Carlos, comment tu vas, c'est Arturo? Comment tu vas Arturo? Très bien. Et dis donc, t'appelles maintenant? J'appelle en avance, c'était plus simple de parler aujourd'hui samedi. Ah d'accord. Écoute, on a quelques problèmes, mais ne t'inquiète pas mon frère, ça avance. D'accord. Le premier inconvénient, c'est qu'il faut réunir des personnes de l'entreprise qui sont à Paris actuellement. Mais ils reviennent plus ou moins en milieu de mois. Ah d'accord. Bon, et puis il y a un autre souci d'ordre judiciaire dans le secteur où vous êtes. Ah bon? Vous savez que là-bas, ils ont séquestré une Française et un Vénézuélien. Vous avez entendu parler de ça, non?
Bon, on est très préoccupés parce que dans ces circonstances, s'il y a un déploiement de forces de police ou de militaires, il ne faut pas penser que c'est de notre faute. Non, 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 mais tu sais, il y a déjà des déploiements ici, il y en a souvent même. D'abord, les contacts se sont espacés parce que la police a effectivement déplacé dans la zone, ce qui l'a un petit peu refroidi. On a réussi à faire espacer les contacts et les prises de contact, donc pour nous gagner du temps, ce qui nous a permis d'envoyer sur place des security managers qui ont mis en place des dispositifs de sécurité pour éviter que ça se reproduise. Le kidnappeur s'est lassé qu'on temporise et puis il a laissé tomber son extorsion. Voilà. Donc du jour au lendemain, on n'a plus aucun contact avec lui. Alors, est-ce qu'il a été arrêté par la police? Est-ce qu'il a été abattu par une bande rivale? Ou est-ce qu'il a considéré qu'il était en train de perdre son temps? C'est un peu notre objectif. Il a complètement arrêté son extorsion et notre client a pu continuer son chantier dans de bonnes conditions. L'état-major de Géo s'est essentiellement composé d'anciens des services secrets français. Parfois taxées de repères de mercenaires, les entreprises de sécurité privée n'ont pas bonne presse en France. Parmi les personnels de l'entreprise figurent également de nombreux retraités des armées, comme le général Heinrich, qui a dirigé le service action de la DGSE. Ce qui est intéressant pour les entreprises et ce qui est intéressant pour tout le monde dans le cadre de la déconcentration, c'est d'avoir au sein des sociétés privées des gens qui ont été bien formés au plan technique, qui sont des gens qui ont de l'expérience et qui ont de la déontologie. Parce que ceux qui sont passés dans les services pendant quelques années, ceux qui sont passés dans les armées, eux, ont une expérience mais aussi une déontologie. Donc c'est une garantie. Londres, tout un pan de l'histoire du vieux continent. Et parmi ses traditions méconnues, la négociation privée. C'est le berceau de ce business, comme l'explique Mark Bailey, un expert en sécurité. Cet Anglais a vécu de multiples vies et parle 7 langues, dont le français. C'est né tout simplement par de simples nécessités. Et les attaques de piraterie maritime, de prise d'otages au Brésil, Pérou, Amérique centrale, Philippines, plusieurs pays en Afrique, etc. Ça se trouve un peu partout. Ce sont des Britanniques, le plus souvent d'ex-soldats, le plus souvent de forces spéciales, qui ont été appelés pour leur connaissance de situations difficiles, d'autopréservation, de capacité de s'entendre, de comprendre, de négocier avec des méchants, des délinquants, des guérillas, d'autres. Très souvent aussi, ces gens-là sont... eux aussi ont peur, eux aussi sont dans une situation difficile. Et il faut une personne d'une certaine force morale, pas seulement physique, pour maintenir une négociation très tendue dans une situation spécialement difficile. Mark Bailey a lui aussi négocié à titre privé la libération d'expatriés en mission de prospection dans un pays d'Afrique. Et commence 6 semaines de négociations. Tous les jours, leurs demandes, leurs exigences changent du jour au jour. Les interlocuteurs changent. L'un se fait remplacer par un supérieur. Le supérieur boude et se fait remplacer par deux subordonnés. Ils réclament quoi en gros? De l'argent. 2 millions de dollars, comme tout le monde. Tout le monde veut $1 million, c'est pas compliqué. Ils n'ont jamais vu de somme pareille, donc ils ont lu ça dans les journaux, ils disent $1 million. Comme son nom l'indique, le négociateur doit négocier notamment la rançon et plus exactement sa révision à la baisse. Nous avons terminé aux alentours d'un $250 000. Pas facile à mettre la main sur $250 000 en liquide. Et les banques, généralement, n'ont pas beaucoup de liquide. Donc mettre la main sur $250 000 en liquide a mis 3 jours en Europe pour une société internationale. Après de multiples rendez-vous manqués suscitant d'interminables expéditions à travers la brousse, le négociateur a vu le bout du tunnel. Après 2-3 heures de palabres, l'affaire s'est faite et nous sommes rentrés avec nos Gus.
qui se portait très mal, bien sûr. Après 6 semaines dans la brousse, ça mangeait de temps en temps une sardine et plusieurs poignées de riz par jour. Outre le négociateur et l'entreprise touchée, un autre acteur intervient quelquefois, c'est l'assureur. Les contrats couvrant l'enlèvement ou l'extorsion économique ont été inventés dans ce building. Il s'agit de la Lloyds, une puissante fédération de compagnies d'assurance. Simon Casey en est un courtier affilié qui a accepté de lever un coin du voile sur son activité. Ce concept d'assurance a été créé par un ancien officier de l'armée britannique qui est devenu un assureur de la Lloyds il y a plus de 25 ans. Cela a commencé plutôt doucement, avant qu'il ne convainque un petit groupe de courtiers qu'il avait un nouveau produit qui pouvait trouver preneur. D'abord, il y a eu toute cette époque des brigades rouges italiennes pendant les années de plomb, avant de glisser sur les kidnappings en Colombie qui perdurent aujourd'hui. Et maintenant, bien sûr, on gère tous les problèmes liés au Moyen-Orient. Ces contrats se situent à la frontière de la légalité. La plupart des pays occidentaux interdisent la négociation privée avec des groupes criminels. Il y a certains gouvernements, principalement dans le monde occidental, qui considèrent l'assurance couvrant le kidnapping contre rançon comme un produit inflammable, un produit qui en fait augmenterait le nombre de rapts et le montant des rançons. En fait, c'est tout le contraire. Le concept de l'assurance systématise la négociation professionnelle, qui elle-même réduit les rançons. S'il n'y avait pas d'assurance, il n'y aurait pas de négociation fructueuse. Les rançons seraient donc plus importantes et automatiquement, il y aurait davantage de kidnapping. Assureurs, négociateurs, sociétés visées, un jeu entre privés. Dans la plupart des dossiers d'enlèvement crapuleux à l'étranger, les États et leurs gouvernements font de la figuration. Effectivement, cela peut surprendre, de même que la poursuite et l'investigation de délits financiers et commerciaux sont principalement dans le domaine privé plutôt que les polices ou les tribunaux de pays affectés. On se demande pourquoi. C'est très simple. La justice, une justice nationale, n'a quasiment pas les moyens pour se projeter hors de ses frontières. De surcroît, il y a rarement la volonté politique pour soutenir ce genre de projection à travers les frontières. Depuis les quais de la Tamise, les experts de l'International Maritime Bureau scrutent les mers du globe pour recenser les actes de délinquance maritime. Dans leur collimateur, une zone où la négociation privée tourne à plein régime, la Somalie. Là-bas, les pirates kidnappent à tour de bras. Il y a eu cette année 532 membres d'équipage qui ont été pris en otage. Maintenant, si vous prenez la situation aujourd'hui, en ce moment même, nous avons 12 navires aux mains des pirates somaliens et 259 membres d'équipage retenus en otage. C'est sans précédent et complètement inacceptable dans le monde d'aujourd'hui. C'est complètement inacceptable que ce type de crime puisse se produire à cette échelle, sans aucune réaction contre ces malfaiteurs. En cause, l'État somalien, trop faible pour contrôler ses côtes, comme d'ailleurs le reste de son territoire. Les côtes de Somalie sont contrôlées par des milices. Certaines d'entre elles soutiennent activement la piraterie, considérée comme une source de revenus. Ainsi, nous sommes en présence d'un État complètement affaibli, où les pirates peuvent mener leurs opérations en toute impunité. Ils partent au large, s'emparent de navires croisant à des centaines de milles des côtes somaliennes, ils reviennent avec les bateaux et ensuite commence la négociation autour de grosses rançons. Paris, quartier de l'Assemblée. Une entreprise française tente justement de se positionner sur le marché somalien. Secopex a déjà entamé un partenariat avec les autorités du pays. Ce jour-là, les responsables se préparent pour une audition devant un député, membre de la commission parlementaire de la défense. Sujet du jour et d'actualité, la piraterie en Somalie. Je pense qu'il va nous demander de faire état de nos capacités et comment nous, chez Secopex, nous sommes en mesure d'organiser et de mettre en place un dispositif dissuasif qui serait de nature à éradiquer, ou du moins à freiner les actes de piraterie. Ça fait partie des jeux politiques et de la communication. Nous sommes une société privée et à ce titre, donc, nous devons communiquer sur qui nous sommes, qu'est-ce qu'on fait et comment on le fait.
Le lobbying entre le ministère de la Défense et les milieux parlementaires est un passage obligé pour Cecopex, seule entreprise française osant sans complexe le label Société militaire privée. Monsieur le député Pierre Marziali, enchanté. Enchanté. Bonjour, monsieur le député Jean-François Strenz. Philippe Brett, à gauche. Ouais. Oui, moi j'ai mis mon impair parce que ce matin je vais de la pluie en Bretagne, donc je me suis dit qu'il y en aurait certainement vers 16h, 17h ici. Là. Ouais, je pense que c'est ce qu'ils ont prévu, mais plutôt demain, à partir de demain. Ah bon? Monsieur le député, nous disposons de combien de temps là, durant cette réunion? Après les civilités, la pluie et le beau temps, les responsables sont dans leurs petits souliers. Il faut convaincre le député de faire passer la bonne parole Cecopex auprès de ses collègues parlementaires. Comme vous le savez, j'ai été saisi d'une mission d'information par Guy Tessier, qui est président de la Commission de la Défense et des Forces armées au sein de l'Assemblée nationale. Cette mission fait suite à l'histoire du Ponant. Et le but de cette mission, c'est d'abord de dresser un état des lieux, et puis secondairement d'émettre des propositions. Et je pense qu'effectivement, vous avez quelque chose à apporter dans le cadre d'abord de l'information que vous serez amené à moi-même apporter, et puis secondairement peut-être des propositions. Donc merci donc d'avoir répondu à cet appel. Je pense qu'effectivement, nous sommes en mesure aujourd'hui de proposer des réponses concrètes au problème de la piraterie maritime, notamment dans la région du golfe d'Aden. Nos clients et la société. Au cœur de l'audition, la proposition force de l'entreprise, l'emploi de gardes armés sur le pont des navires dans les eaux somaliennes. Les débats resteront confidentiels. À quelques pas de là, chez les armateurs français, la cause des privés de Cecopex est encore loin d'être gagnée. Sa représentante est franchement hostile aux solutions musclées préconisées par l'entreprise. Je crois qu'il faut éviter d'être dans cette zone le terreau de mercenaires, d'entreprises privées, de protection privée qui proposent des services hors du cadre de la légalité. Aujourd'hui, ni le droit français ni le droit international ne permet de mettre des hommes armés à bord. Qu'est-ce qui se passera si un jour il y a une bavure? Qu'est-ce qui se passera s'il y a des morts? Qu'est-ce qui se passera si tout ça génère une surenchère de la violence? Et si un jour un de nos navigants est tué par un but marqué contre son camp d'un de ces mercenaires. Ça, c'est pas possible. Il faut qu'on évite ces solutions-là. Et pour cette raison-là, il faut que la France maintienne une certaine dotation à sa marine nationale. Si vous voulez, ce qui trouble un petit peu, c'est qu'aujourd'hui, l'État étant un peu impécunieux, a tendance à transférer, en termes de charges financières, au secteur privé, en particulier la sûreté. Il n'en reste pas moins que la responsabilité légale, juridique, est une responsabilité régalienne. Et l'État reste quand même très prudent dans le contrôle de ceux à qui il délègue cette mission de sûreté. Il reste très prudent parce que ça reste sa responsabilité. Retour à l'Assemblée pour la fin de l'audition. Le rapporteur de la commission semble entendre les propositions de Cecopex, tout en restant très prudent. Au revoir. Le seul blocage qu'il puisse y avoir actuellement, c'est le domaine juridique. Mais je pense que ce n'est pas tout à fait dans la mentalité française, mais l'on peut actionner certains leviers, peut-être, pour faire évoluer certaines choses. Et je crois qu'il faut que, dans ce genre de situation, eh bien, la loi puisse évoluer. On va la faire évoluer d'un seul coup, ça me paraît absolument évident, mais je pense que petit à petit, au coup par coup, on peut y aller. D'autant plus que je pense que dans le cadre de l'Union européenne, nous ne serions pas les seuls. Regardez ce qui se passe au niveau des chalutiers espagnols, qui se sont fait pirater également de nombreuses fois dans cette région de Somalie. Je pense qu'ils sont exactement dans le même cas. La privatisation de certains services de la défense nationale, qui sont encore aujourd'hui le domaine réservé de l'État, c'est un sujet à l'ordre du jour. Chez Geos, on pense même que c'est une évolution inéluctable, corollaire direct de la réduction des effectifs militaires. On va quand même aller petit à petit en France, comme dans les pays anglo-saxons, c'est déjà largement engagé, vers une privatisation d'un certain nombre de services. C'est inéluctable avec la diminution des effectifs, la diminution des moyens que se donne l'État pour remplir un certain nombre de missions. Passer du public au privé, désormais ce n'est plus un tabou au sein des troupes d'élite qui chaque jour assurent la sécurité des Français. À Toulon, ce jour-là, Nicolas Sarkozy doit intervenir devant le patronat français. Afin de sécuriser l'événement, Lionel et Laurent, deux policiers du GIPN de Marseille, se sont déplacés pour assister leurs collègues du GIPN de Nice. Les deux Marseillais seront postés sur le toit. En langage policier, on dit qu'ils assurent des points hauts. Un petit cocktail.
et ensuite ça redémarre d'ici ou de l'autre côté du bâtiment. En tout état de cause, ça ne reprend pas ce cheminement-là. Ça repasse par un autre point. Voilà, ça va se déposer ici, ça va tourner en fait. Ça va contourner le bâtiment et ça repart après dans ce sens-là. Hein. Voilà, comme ça, vous avez vu. Lionel et Laurent sont tous deux des tireurs de haute précision certifiés. L'exercice est rigoureux. Il commence par une étude détaillée de la topographie des lieux. Déjà, on va faire attention à tout ce qui est volet fermé, volet ouvert, tout ce qui peut avoir zone obscure. Par 2 fois récemment, des tireurs d'élite du groupe se sont trouvés dans l'obligation d'ouvrir le feu. D'abord face à un extrémiste lourdement armé qui entendait livrer bataille contre tout un commissariat à Béziers. Et dans son véhicule, un lance-roquettes, des kalachnikovs, des pennes explosifs avec les détos, enfin, tout ce qu'il fallait pour faire sa guerre sainte comme il lui disait, quoi. Donc c'était quelqu'un qui fréquentait régulièrement les milieux islamistes et qui était en rapport avec quelqu'un qui avait participé aux attentats du 11 septembre, puisqu'il y a eu des enquêtes qui ont permis de remonter ça. Très clairement, il a été abattu, cet homme ? Oui, il a été abattu. On n'abat jamais quelqu'un par plaisir. Malheureusement, il a mis en danger la vie de certains collègues, puisqu'il a pointé avec lance-roquette. Et il avait déjà tué une personne et essayé de tuer beaucoup d'autres. Donc je pense que on lui a donné l'opportunité de se rendre, il ne l'a pas prise. Plus tard, c'est le tir de précision d'un autre Marseillais qui a sauvé la vie d'un désespéré, prêt à se tirer une balle dans la tête. Et à un moment donné, là, il a écarté tout petit peu l'arme de sa tête. Et le collègue a eu la possibilité de tirer dans la main pour le désarmer, c'est ce qu'il a fait, quoi. Il était à 80 mètres environ. Je pense que c'est un beau tir parce qu'il fallait vraiment avoir le timing après 4 ou 5 heures derrière la carabine, derrière la lunette. Il fallait avoir les ressources psychologiques pour le faire surtout. Ce tireur d'élite, il est où aujourd'hui? Cet ancien du GIPN de Marseille qui est une excellente recrue qui s'appelle Zizou, hein, c'est le surnom. Actuellement, il a quitté le groupe et il ne devrait pas tarder à intégrer les Blackwater pour des missions à l'étranger, notamment en Afghanistan. Lionel n'envisage pas de rester au groupe jusqu'à l'âge limite fixé à 47 ans. La fuite des forces d'élite françaises dans le privé est déjà une réalité. Quelques minutes plus tard, le convoi présidentiel arrive. Devant un parterre de grands patrons, Nicolas Sarkozy disserte sur la crise, devise sur la dictature des marchés, en toute sécurité publique.